Épisode du lundi 27 novembre. Mon nom est Martin Simon avec un C. Et je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de F1 Podcast. Au menu pour vous aujourd'hui, retour sur le dernier week-end de course de la saison qui se déroulait sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. On termine l'émission avec les réponses à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. Et pour débuter, actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de FSR Team, la Friendsim Racing qui disputait la manche numéro 5 de son championnat. Parmi les pilotes qui sont le plus démarqués, il faut saluer le travail du capitaine Pascal Loyer-Durand qui a terminé à 2 reprises en 4e position. Et dans la division 1, c'est François Goulet qui a retenu notre attention avec un 2e podium en autant de manche, terminant 3e dans l'épreuve marathon. FSR Team vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de participer à de nombreux concours et ne rien manquer de l'action qui reprendra mardi sur la chaîne YouTube du GTCQ TV. Dans l'actualité, eh bien, McLaren a profité du dernier week-end de la saison pour régler un gros dossier concernant le futur de l'écurie, c'est-à-dire son approvisionnement en groupe motopropulseur. Eh bien, on a officialisé une entente, ou plutôt une prolongation d'une entente avec le groupe Mercedes-Benz AMG jusqu'en 2030. Donc, McLaren continuera l'approvisionnement de moteurs, continuera de s'approvisionner chez le motoriste allemand, ainsi que constructeur, ainsi que compétiteur dans le championnat du monde de la Formule 1. Donc, pas de changement pour McLaren. C'est une bonne nouvelle, je pense, en soi. On sait que Mercedes produit de très bons moteurs depuis plusieurs saisons en Formule 1, depuis justement son arrivée et le tournant vers l'ère hybride. Il y a aussi le fait qu'il y a un long partenariat qui date entre les deux entreprises. On s'appellera que après Honda, au milieu des années 90, McLaren avait opté pour le moteur Mercedes et ça lui avait donné des championnats à l'équipe, notamment celui de 1998 et 1998 et 1999 de Mika Häkkinen et en 2008 Lewis Hamilton. Puis finalement, on avait décidé d'opter pour Honda au début des années 2010, puis on avait retourné à Mercedes en 2021. On se rappellera que le tournant Honda lors des années justement 2010 n'avait pas été un franc succès pour l'écurie McLaren. Donc à ce moment-là, c'est des temps qu'on veut oublier. On avait certaines rumeurs là, qu'on pouvait, on avait approché justement notamment Red Bull pour peut-être se tourner vers Ford. Il y avait aussi la fameuse rumeur du fait que GM allait apparaître comme motoriste en 2028. On sait qu'il y a déjà un partenariat qui se fait entre McLaren et GM en Formule Indy. On pensait que ça pouvait peut-être être un mariage possible entre les deux entreprises, mais là, ça vient taire les rumeurs, du moins jusqu'en 2030. On va poursuivre où est-ce qu'on s'en allait. Mercedes a un moteur très fiable, si on peut même dire, on peut se permettre de dire le plus fiable de la grille. Il est très rare qu'on voit des abandons liés à la motorisation Mercedes en Formule 1. On sait qu'il y a plusieurs écuries qui prennent ce moteur-là, dont notamment Aston Martin, McLaren bien sûr. On a l'écurie Mercedes qui prend son propre moteur, bien évidemment. Ensuite, on a l'écurie Williams qui choisit aussi d'opter pour ce moteur-là. Donc, dans toutes ces écuries-là, on n'a pas vu nécessairement beaucoup d'abandon au cours de la saison. C'est pas comme du côté de Ferrari avec Haas, qu'on a vu souvent les voitures être obligées de se retirer, autant ou Alfa Romeo qui optent pour ce type de motorisation-là. Donc, je pense que c'est des bonnes nouvelles pour la continuité. Aussi, de ne pas brusquer le changement. On sait qu'on est en grande période de développement, non seulement, oui, pour la voiture de 2024, mais aussi pour le futur. Là. On regarde déjà vers 2025, on regarde déjà plus loin à long terme du côté de McLaren. On veut continuer sur l'espèce de succès qu'on a eu en mi-saison lors de la saison 2023. On veut poursuivre là-dessus. On veut bâtir pour les prochaines années. On veut ramener cette écurie-là au sommet de la part, les intentions sont là de la part du CEO, Zak Brown, donc de continuer avec ce qu'on connaît déjà, avec une relation qu'on a déjà. Et comme on dit, oui, c'est une relation qui a été renouvelée en 2021. Mais elle date de longtemps, là, comme on dit, du milieu, de la fin des années, milieu des années 90, fin des années 90, qu'on a eu du succès. Donc, de poursuivre sur la même note, je pense que ça peut être positif pour l'écurie McLaren. Pour ce qui est, parlant d'entente et d'argent et de renouvellement, eh bien, on poursuit avec la super licence de Verstappen, là, qui va battre des records, là, il va littéralement fracasser des records avec le montant qu'il va devoir débourser. Comment ça fonctionne? Eh bien, oui, chaque pilote doit se procurer une super licence. On accumule aussi des points lorsqu'on fait des frasques, lorsqu'il y a des erreurs, des fautes de pilotage, et là, ça comprend pas de juste avoir un dérapage et de rentrer dans le mur, mais quand on cause un accident,
incident ou on oublie de se soumettre à des règles de sécurité, à ce moment-là, on peut avoir des réprimandes sur nos super licences. Donc, ces fameux permis-là, comme nos permis à nous, il faut qu'ils soient renouvelés à chaque année, il faut qu'ils soient payés. Et le montant qui est relié à ça, c'est comment que ça fonctionne, c'est que la FIA a un prix d'entrée qu'on charge aux pilotes. Donc, le prix pour la saison 2024 est estimé aux alentours de 10 400 € que chaque pilote va devoir débourser. À ça, il y a une taxe qui s'accumule pour le nombre de points accumulés au championnat. Donc, plus vous avez accumulé de points, plus vous devez payer cette taxe-là puisqu'elle sera élevée. Donc, pour un point de championnat, on charge 2100 €. Ça, c'est ce qu'on charge. Donc, Verstappen, qui a accumulé en 2023 575 points. Donc, ces 575 points-là vont se transformer en une facture de 1 217 900 $ pour la prochaine saison en 2024. Donc, c'est ce que sa licence va lui coûter. Pour un type de comparatif, pour vous donner une petite idée par rapport au peloton, Lewis Hamilton, lui, devra débourser 501 800 € et un gars comme Logan Sargent, qui a pratiquement seulement le montant à payer chargé par la FIA, et côté points, mais ça ne lui coûtera pas une fortune. Donc, on parle d'un renouvellement qui va lui coûter 12 500 $. Donc, on part de 1 217 900 $ pour Max Verstappen à 12 500 $ pour un gars comme Logan Sargent. Donc, on y va vraiment selon les critères des points ramassés. Donc, on n'écrase pas les jeunes pilotes qui n'ont pas nécessairement connu beaucoup de succès. C'est comme ça qu'on fonctionne du côté du renouvellement pour la FIA. C'est ce qu'on a notre période d'actualité pour cet épisode du 27 novembre. Maintenant, passons au week-end de course. Week-end de course, chaque écurie se préparait pour la Money Race, la dernière course de la saison. C'était aussi le moment de tenter d'ajouter quelques millions de dollars de plus à leur compte de banque. Les écuries se disputaient plusieurs points, des positions. Il y a des pilotes qui étaient dans des bagarres au championnat, donc c'était très serré. Ça nous donnait plusieurs angles à regarder pour le week-end et tout ça débutait lors des périodes de qualification. C'était important pour chaque écurie d'aller se prendre une bonne position de départ sur la grille pour dimanche afin de mettre les plus de possibilités de notre côté de signer des points avantageux sur nos adversaires. Eh bien, celui qui a décroché la pole, on ne l'attendait pas, il n'était pas nécessairement le favori, même si vous allez me dire que pas mal toute la saison, il a été le favori pour signer les pole positions. Sauf qu'avec les deux séances d'essais libres qu'on avait eues, plutôt la séance qu'on avait eue du vendredi, parce qu'on avait été privé d'une séance du côté de l'écurie Red Bull, parce qu'on avait décidé, c'était dans le point de vue stratégique, de laisser à l'entièreté de la première séance de pratique à nos recrues, donc nos pilotes de l'avenir, du moins qu'on pense qu'ils seront des pilotes de l'avenir. Donc, on leur a laissé toute la place lors de la première séance. Donc, on partait un peu du mauvais pied là, du côté de l'écurie autrichienne. C'était la même chose pour d'autres écuries aussi, mais Red Bull n'avait pas nécessairement eu la chance de préparer sa voiture. Donc, on avait eu seulement la pratique 2. Donc, en pratique 3, on a continué à accumuler ces données-là. Donc, on pouvait pas nécessairement avoir les chiffres encore qui nous disaient si Red Bull était dans le coup ou pas. J'ai certains ils avaient l'air dans le coup dès le début. Mercedes, Russell a été le plus rapide dans toutes les séances de pratique. Il y avait McLaren qui nous montre aussi des beaux moments. Il y avait Ferrari qui semblait rapide aussi. Mais du côté de Red Bull, on semblait pour une première fois, là, du moins depuis Singapour, avoir quelques difficultés à trouver les bons réglages. Mais il a suffi là, de la pause entre l'essai libre numéro 3, donc la pratique 3, et la séance de qualification pour voir qu'on avait finalement mis le doigt sur les bons réglages. C'est Verstappen qui a décroché la pause. C'est lui qui a été plus rapide pendant la journée de samedi. Il a décroché ça devant Charles Leclerc, devant Oscar Piastri, George Russell de Mercedes, Norris de McLaren, 5e, Tsunoda, 6e. Ça, c'est quand on parle des écuries qui misaient beaucoup sur le week-end. Ils ont amené des améliorations. On voulait être capable de se positionner devant Williams. Donc, c'est ce qu'on avait réalisé du côté d'AlphaTauri. On voulait avoir des bons résultats. C'est ce que Yuki Tsunoda a réussi à faire avec une superbe 6e place. On peut pas, je pense qu'on pouvait vraiment demander mieux de la part de Yuki Tsunoda, qui a toujours, par le passé, qui a du succès sur le circuit d'Abu Dhabi. Ça semble être un circuit qu'il maîtrise bien. Donc, un bon résultat pour lui en terminant, en se positionnant 6e pour le Grand Prix, 7e pour Alonso chez Aston Martin, Hülkenberg
8e du côté de Haas, on voulait éviter de terminer dernier. Perez, 9e. Pourquoi Perez est si loin? Eh bien, ils avaient réussi un temps, mais pour une autre fois cette saison, comme c'est arrivé à plusieurs reprises, il n'avait pas resté en l'intérieur des limites de la piste. Donc, on a effacé son temps. Donc, il a été rétrogradé en 9e position. Encore une fois, un samedi à oublier pour le pilote mexicain. Gasly, 10e. Ensuite, Hamilton, 11e. Hamilton qui a été exclu une fois de plus. C'est pas rendu en Q3, donc il a été éliminé en Q2. Et ça fait encore une fois aussi battre par son coéquipier George Russell. Des débuts de saison difficiles pour Lewis Hamilton, du moins ce qui était les samedis. On a eu toute la gamme des émotions dans la fin de saison pour Mercedes. Après le Grand Prix à Austin où on pensait être de retour après qu'on avait terminé très très près de la Red Bull de Max Verstappen, lui qui éprouvait des difficultés sur ses freins. Ensuite, on s'était réjoui de ça, on pensait qu'on avait possiblement les bons réglages du côté de Mercedes, on était sur la bonne voie pour la voiture de 2024. Finalement, il est tombé la nouvelle comme quoi on a été disqualifié pour avoir utilisé une voiture illégale lors du Grand Prix des États-Unis. Ensuite, on s'est présenté au Mexique. On a eu une belle opportunité avec un drapeau rouge en milieu d'épreuve. On a changé les gommes sur la voiture d'Hamilton. s'est retrouvé en médium. Il a réussi à finir la course, être dominant autant contre les Ferrari et à gagner du temps un peu sur la Red Bull de Verstappen. Donc, on pensait encore une fois qu'on avait de notre côté trouvé la solution. Ensuite, ça a été catastrophique au Brésil. Et là, finalement, après ça, on se ramasse, on arrive à Vegas. Ça n'a pas été le grand week-end non plus. Et là, on arrive à Abu Dhabi, puis Hamilton semble avoir toutes les difficultés du monde à trouver les bons réglages de sa voiture. Donc, il se qualifie 11e pour le Grand Prix. Donc, il y a encore là des moments difficiles. On se gratte la tête toujours chez Mercedes de trouver c'est quoi la bonne directive à prendre pour être compétitif de week-end en week-end. De pas seulement avoir un bon week-end et de penser que tout est réglé et ensuite se retrouver encore dans les problèmes. Là, quand on le regarde en 11e place et on voit son coéquipier qui semble trouver les meilleurs réglages du côté de Russell, 4e, bien là, c'est ça. On se demande, on est quoi chez Mercedes? Est-ce qu'on est vraiment la 2e écurie au championnat ou on est plutôt la 4e ou 5e écurie au championnat? Donc, toujours des questions, autant dans le clan Hamilton que le clan Mercedes. Ocon, 12e, Stroll, 13e, 14e pour Albon, 15e pour Ricardo, lui aussi très loin de son coéquipier Tsunoda, donc il n'est pas la meilleure des situations pour lui. 16e pour Sainz qui n'a pas eu un week-end facile de lui, justement pas de FP1, FP2, voiture qui s'est arrêtée, qu'il a eu un accident en piste, donc ça lui c'est venu vraiment défaire le week-end qu'on avait préparé pour Ferrari. Ferrari qui est en bagarre au championnat avec Mercedes. On misait beaucoup. On voulait arriver près. Donc, la première étape, c'était de réussir les séances de célèbre et d'être capable de se positionner en qualification. Donc, on n'a pas le choix d'avouer que qu'il a échoué Sainz dans sa mission. Il a échoué pour l'équipe. Lui qui avait eu un week-end difficile à Las Vegas, mais du moins un début de week-end difficile après la pénalité qui était non justifiée après une erreur sur l'aménagement du circuit. Donc, deux mauvais week-end pour terminer la saison du côté de Sainz. Il restait toujours dimanche pour se reprendre. Magnussen 17e, Bottas 18e, Joe 19e et Sargent qui il s'est qualifié encore une fois dernier pour ce Grand Prix-là. Donc, c'est ce qui conclut la journée de samedi. Maintenant, passons au Grand Prix d'Abu Dhabi qui a lieu dimanche. Dimanche était le temps d'éteindre les rouges pour une dernière fois de la saison 2023. Plusieurs écuries qui se disputaient des points et surtout des millions qui étaient en jeu. Est-ce qu'on a eu un Grand Prix? Eh bien, on est toujours un peu sur notre appétit si on compare au super spectacle qu'on avait eu le droit la semaine dernière à Vegas. Quand je dis super spectacle, c'est bien entendu le dimanche seulement qu'on avait eu toute une course à ce moment-là. C'est sûr que c'est pas facile pour le Grand Prix d'Abu Dhabi de suivre ça. Le circuit de Yas Marina qui a déjà été moins intéressant qu'auparavant. Là, on sait qu'on a amélioré avec le virage 9. Moi, je trouve que depuis qu'on a fait cette modification-là, on a amélioré le spectacle, mais il manque encore un petit quelque chose à ce circuit-là. Surtout qu'on s'en sert pour la grande finale de la saison. Donc, il manque un petit quelque chose pour qu'il y ait un peu plus de compétition en piste. Oui, le dépassement, les dépassements, il y a des zones pour dépasser, mais on peut
il y a quelqu'un qui me suggérait justement, c'est une bonne suggestion, comme quoi que peut-être que le DRS est peut-être trop court, ça vient un peu couper la distance qu'on offre ou l'opportunité de dépassement qu'on offre aux pilotes. Est-ce qu'il y a encore les petites chicanes à éliminer quand on retourne vers la ligne des puits? Déjà qu'on en a éliminé une avec le virage 9. Donc, ça sera à voir dans les prochaines saisons si on veut garder ce Grand Prix-là, justement, pour l'utiliser comme finale où ce que les voitures peuvent vraiment se bagarrer. Quand on pense à un circuit, admettons comme le Brésil, on sait qu'au Brésil, on a eu le droit à beaucoup de compétition en piste. Donc, à ce moment-là, si on était capable d'un peu de terminer la saison sur un circuit qui ressemble à ça, bien, ça pourrait être intéressant là, pour ces différentes bagarres-là au championnat, de vraiment laisser les pilotes pouvoir défendre des positions et gagner des positions pour leur écurie ou même pour eux-mêmes au championnat des pilotes. Donc, ça reste à voir. Mais on s'en va vers la bonne voie à Abu Dhabi. Oui, le changement du virage 9 des dernières saisons nous a donné le meilleur Grand Prix, mais comme je vous dis, c'est pas complètement une critique parce qu'on a quand même eu une bonne course, mais comme je dis, il me semble qu'il manque encore un petit quelque chose à ce circuit-là pour nous donner vraiment l'ambiance d'une saison, d'une finale, de quelque chose qui est excitant qui est vraiment un champ de bataille excitant pour une finale d'une saison qui vraiment laisse la place aux pilotes et aux écuries. Donc, ce que ça nous a donné comme spectacle, mais ça nous a donné surtout un très très bon départ. Charles Leclerc, là, quand même, là, certains prédisaient qu'il ne devrait pas prendre trop de risques au départ parce que lui, il a des points à gagner, à négocier contre Mercedes et du côté de Verstappen, mais il n'a rien à perdre, donc il a d'y aller un peu mollo sur le départ, mais c'est pas ce qu'il a fait du tout. Leclerc, il a vraiment attaqué dans je dirais, les 3, 4, 5 premiers virages, ils étaient côte à côte et il y avait toujours une possibilité pour la Ferrari de Leclerc de se dresser devant la Red Bull de Max Verstappen. Donc, bravo aux deux pilotes. Ça nous a redonné un petit peu de souvenirs de ce qu'on avait vu en début de la saison 2022 où ce que les deux sont capables vraiment de se bagarrer tête à tête et de façon propre. Il n'y a pas de coup nécessairement, même si vous allez me dire, oui, mais à Vegas, Verstappen a tassé Leclerc. Oui, il l'a tassé, mais on pense encore que on se souvient que dans le premier virage, c'était pas évident pour beaucoup, donc je pense pas qu'il l'a nécessairement tassé, c'était plus qu'il a glissé vers lui. Et on a pu voir justement dans le départ là, où ils ont vraiment joué franc les deux à Abu Dhabi. La voiture donnait l'adhérence nécessaire aux deux pilotes. Donc ça nous a donné un bon spectacle entre les deux voitures dans le début d'épreuve. Mais Verstappen a quand même réussi à se sauver. Comme Charles Leclerc disait que selon lui, même s'il avait réussi à garder cette position-là, il est pas mal sûr qu'à long terme, la Red Bull serait revenue le rejoindre. Donc Leclerc a réussi à faire une belle course, terminé deuxième. Il a tout tenté pour Ferrari, donc oui, il sécurisait une deuxième place. C'était le maximum de points qui était possible sur la table, mis à part la première. Et ça, c'est sûr que ça aidait grandement l'équipe. Il y avait Russell à l'arrière qui connaissait une bonne course aussi. Lui, il remontait le peloton, il se sécurisait aussi une belle troisième place. Et là, à ce moment-là, il y avait Perez qui pouvait peut-être venir brouiller les cartes pour Mercedes, venir aider Ferrari d'empêcher Russell de scorer des points en troisième position. Mais là, Perez a commis une bourde, quand même qu'il avait un très bon Grand Prix, il remontait le peloton. Il a été rentré en contact avec Lando Norris sur une erreur de pilotage. Il a été trop agressif. Il n'avait pas nécessairement le droit de positionner sa voiture. Là. Il n'avait pas gagné suffisamment la position en piste pour être capable d'aventurer son aileron avant aux côtés de la de Norris. Ça a occasionné un contact et on l'a pénalisé. Ça aurait pu aller aussi. On aurait peut-être pu penser qu'on aurait dit non, Norris n'a pas laissé suffisamment d'espace à Perez, mais l'interprétation a été claire de la part des commissaires. C'était que Perez était dans le tort, donc on lui a donné 5 secondes de pénalité. Donc à ce moment-là, aussitôt qu'il avait ces 5 secondes-là, il pouvait tout de même essayer de terminer troisième devant Russell, mais il devait se créer un écart de 5 secondes avec le numéro 63 de Mercedes. Donc Leclerc a décidé à un moment donné de lever le pied et de même laisser passer Sergio Perez pour essayer de ne pas lui nuire et que Perez puisse gagner le plus de temps possible pour battre cette fameuse pénalité-là de 5. Ce qui n'a pas été le cas, mais quand même chapeau à Charles Leclerc. Il a l'esprit dans sa voiture de tout penser à ça, de dire si je le laisse passer, je vais l'aider avec le DRS, je vais le laisser passer, on va essayer de gagner ce championnat-là. Donc quand je dis que Charles Leclerc a vraiment tout fait, c'est un autre exemple. Vraiment, il a tout donné à l'équipe Ferrari, mais il était trop peu, trop tard. On termine derrière Mercedes au championnat par quelques points. Vraiment, c'est malheureux. Je pense que oui, la responsabilité revient à l'ensemble de l'équipe. Il y a eu plusieurs fautes, autant du côté stratégique, du côté pilotage au cours de la saison. C'est de valeur pour Carlos Sainz. Carlos Sainz qui normalement connaissait ses meilleurs moments de la saison depuis la pause. À Vegas, a été frappé par la malchance et ensuite là à Abu Dhabi, sa faute, il a fait une erreur dans les essais libres qui lui ont
qui sont venus handicaper grandement son dernier week-end et les chances de faire pouvoir terminer au deuxième rang. Pour ce qui est de Norris, lui, il a terminé 5e malgré le contact avec Perez. Lui aussi, ça a eu un peu pénalisé. C'est toujours dommage, ça, dans ce type de pénalité-là. Et c'est peut-être quelque chose qui va être à revoir au cours des prochaines saisons en Formule 1. C'est de dire que souvent, on donne une pénalité à un pilote, mais il réussit tout de même à gagner l'avantage qu'il avait gagné. Comme on voit, Perez a créé un contact lors de son dépassement avec Norris. Peut-être qu'il aurait dépassé de toute manière, sauf qu'on le pénalise de 5 secondes, mais il termine quand même devant Lando Norris, ce qui est dommage un peu. C'est le type de pénalité qu'on roule. Est-ce qu'on va voir pour les prochaines fois, les prochaines saisons, devoir mettre 10 secondes de pénalité plutôt que 5 pour un peu dissuader les pilotes de commettre ce genre de geste, mais en même temps, ce qu'on veut pas non plus, c'est créer une certaine crainte chez les pilotes qu'on tente plus rien parce que les pénalités sont trop sévères, donc on prend plus de risques, et là, ça vient aussi handicaper le stack à ce moment-là, donc ça va être devoir de trouver une solution. Norris termine devant son coéquipier Piastri, un bon résultat global pour les deux McLaren, encore 5 et 6. On les attendait quand même fort sur ce circuit-là d'Abu Dhabi. J'aurais pensé qu'on aurait peut-être pu terminer un peu mieux que ça, donc compétitionner un peu plus les Mercedes et compétitionner un peu plus Leclerc, mais c'était un mélange un peu de tout. Là. On avait la grande ligne droite, qu'on n'aime pas nécessairement les grandes lignes droites chez McLaren, mais pareil, on aime les virages rapides. On sait qu'on n'a pas nécessairement la meilleure vitesse de pointe, mais quand c'est pas des trop grandes lignes droites, on est capable de s'en tirer. Donc, ça a été un peu un mix des deux. On a été compétitifs lors du week-end. J'aurais aimé ça les voir en faire davantage lors de la course, mais global, on sait que pour McLaren, ça a été une bonne saison. Et on a terminé 5 et 6e, et on va prendre ces résultats-là encore, surtout qu'on termine devant Aston Martin au classement. C'était la mission qu'on s'était fixée là, quand on a voulu sauver la saison pour l'équipe Papaye Orange. Donc, c'était de pouvoir revenir au classement et au moins terminer devant Aston Martin. Donc, c'est mission accomplie pour les deux pilotes. Alonso, lui, est 7e. Quand on parle de mission accomplie, ben, c'est la même chose pour Fernando Alonso qui, lui, était dans une bagarre pour terminer 4e au championnat des pilotes. Et oui, à 42 ans, le pilote de Aston Martin était toujours dans une bagarre au championnat, terminé 4e à son âge. Faut le faire là, quand même. C'est pas un petit accomplissement. Oui, il n'y a pas de trophée relié à ça. Oui, tous les pilotes commencent la saison en voulant devenir champion du monde, pas nécessairement de terminer 4e, sauf qu'une fois que la saison est commencée puis qu'on voit dans quelle sorte de où ce qu'on partait du côté de Aston Martin puis de l'âge que Alonso est rendu, même si ça lui enlève rien dans ses qualités en piste, mais c'est quand même une réalité qu'il est le pilote aîné sur la grille de départ, de quand même être capable de se dresser au championnat devant des pilotes comme Charles Leclerc, devant Lando Norris et devant Carlos Sainz qui ont connu aussi de très bonnes saisons. Donc c'est un bel accomplissement pour le pilote espagnol. Tsunoda, lui, 8e, encore là, parlant de bel accomplissement. Un très bon week-end. Il avait réussi sa qualification. Il a réussi à terminer une bonne course. Et une fois de plus, c'est surprenant de voir, mais on voit un pilote AlphaTauri terminer devant une Mercedes. Donc, Tsunoda qui termine encore une fois devant Lewis Hamilton. Donc, ça aussi, ça nous montre un peu des différentes émotions par rapport à où est-ce qu'on s'en va du côté de Mercedes pour l'an prochain, mais aussi du côté où est-ce qu'on s'en va chez AlphaTauri. On veut emprunter de plus en plus la RB19. Je vous en parle pratiquement tous les semaines à tous les podcasts, comme quoi c'est là qu'on s'en va du côté d'AlphaTauri. On s'en va vers un changement de nom, mais on s'en va surtout vers un changement de mentalité et de concept. On va être beaucoup plus axé sur la mentalité Red Bull. On va travailler comme notre grande écurie, notre écurie principale. Donc, ça commence déjà à se traduire dans les résultats en piste. On le voit qu'une AlphaTauri qui était dernier en début de saison est capable maintenant de terminer devant une Mercedes et surtout un pilote comme Yuki Tsunoda qui a un talent, mais un talent brut qui reste vraiment à polir. Là, c'est loin d'être un diamant. Yuki Tsunoda là, ben, tout ce qu'il lui reste à travailler, mais encore une fois, terminer devant le champion du monde. Ça aussi, ça en dit long aussi sur la direction qu'on prend du côté de l'écurie italienne qui appartient à Red Bull. Côté bon résultat, ben Hamilton 9e, on sait nécessairement pas ce qu'on voulait au début du week-end. 10e pour Stroll, ben je pense qu'il a bien corrigé. Il n'a pas eu une grosse journée de samedi, mais au moins en course, il a quand même été capable d'aller chercher des points importants, même si ça n'a pas été suffisant pour passer à l'avant des McLaren. Mais lui, il garde sa position, donc il termine 17e
12e au championnat des pilotes. Il termine devant Pierre Gasly et Esteban Ocon. C'était une compétition qu'on avait attiré l'attention dessus dans les derniers week-ends de course. On voulait voir cette bagarre de la francophonie-là entre ces trois pilotes francophones qui allaient être capables d'avoir le dessus. Eh bien, certains d'entre vous avaient mis que ça allait être les pilotes Alpine qui allaient avoir le dessus, mais Stroll a quand même réussi à s'en tirer. C'est sûr que quand on regarde son coéquipier est 4e au championnat des pilotes, lui, il n'est que 10e, mais dans l'ensemble, avec une saison difficile de terminer 10e au championnat, c'est son meilleur résultat en carrière pour Lance Stroll. Il n'a jamais terminé avec un aussi bon classement. Donc, on peut quand même prendre certains positifs de cette saison-là. Mais ça, je garde ça pour la semaine prochaine. Manquez pas, là, on va vous offrir le bulletin, dans le fond, le bilan de saison de la saison 2023 en Formule 1. Donc, on va avoir les classements pour chaque pilote, les écuries, les commentaires, ce qu'on prévoit pour la prochaine saison. Donc, manquez ça. Puis on va faire appel à vous aussi là, tout au long de la semaine. Vous pouvez nous envoyer par l'entremise de notre Messenger, notre adresse courriel F1podcast en un mot à commercial@gmail.com vos commentaires de la saison 2023, que ce soit n'importe quel sujet que vous avez, le grand prix que vous avez le plus apprécié, le temps que vous avez le plus apprécié, le pilote que vous avez le plus, de toute façon là, assez facile à lire lors du podcast pour que les gens puissent entendre votre commentaire, mais trouvez-nous une facette qui vous a impressionné. Qu'est-ce que vous retenez de la saison 2023? Donc, en quelques mots, certains points de vue que vous voulez attirer l'attention sur, un gars comme Oscar Piastri, un comme Allen, que ce soit Kerry McLaren, une exception peut-être que vous êtes déçu de ce que Haas a apporté à la saison, que ce soit Andretti qui va peut-être rejoindre la Formule 1, toutes ces nouvelles-là, qu'est-ce qui a attiré votre attention au cours de la saison? Bien, marquez-nous ça dans un petit commentaire qu'on va pouvoir ajouter notre émission de bilan qui sera mis en ligne dans les prochains jours. Donc, où j'en étais dans le classement? Eh bien, j'en étais à Stroll qui a terminé devant Ricardo, 11e, Ocon, 12e, Gasly, 13e, 14e pour Albon, 15e pour Hülkenberg, 16e pour Sargent, Joe a terminé 17e, Sainz lui n'a pas terminé la course. Même chose pour Bottas et pour Magnussen. Eh bien, c'est ce qui résume le dernier Grand Prix de la saison. Plusieurs bagarres au championnat qui se sont réglées aussi. On a aussi vu un peu de clin d'œil pour l'année prochaine, voir un peu ce qui va arriver, un aperçu sur la prochaine saison. C'est que McLaren est toujours parmi les voitures qui sont le plus près d'être capables de challenger Red Bull pour la tête. Mercedes, mais j'en ai plus depuis l'évolution, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Ferrari, je pense qu'on a réglé un problème qui était majeur pour l'écurie. On parlait toujours d'usure prématurée sur les gommes. Le Grand Prix d'Abu Dhabi, normalement, aurait dû donner ce genre de mot de tête-là à la Scuderia. C'est pas ce qu'on a vu nécessairement. Donc, est-ce qu'on aurait peut-être possiblement réglé un des gros problèmes de l'écurie qui nous empêche de prendre des pas vers l'avant et d'être capable de compétitionner, pas seulement en qualification, parce que ça, on est capable de le faire depuis la nouvelle réglementation. Ferrari en qualification, on est toujours très compétitif, c'est plutôt en course, et ça, c'est dû à l'usure prématurée des pneus. Donc, si on a réussi à corriger ça, ça va être intéressant pour les prochaines saisons à suivre. Pour ce qui est de Verstappen, ben, là, il devient le troisième plus grand pilote de tous les temps au niveau des victoires. Donc, il est derrière maintenant Michael Schumacher qui est au deuxième rang et Lewis Hamilton qui occupe toujours le premier rang, même si il n'a pas gagné depuis 2 ans, mais il a tout de même 103 victoires en banque, donc c'est pas rien. Verstappen est rendu à mi-chemin, donc pour rejoindre pratiquement, pas tout à fait encore, mais c'est ça, il veut rejoindre Lewis Hamilton, du moins là il dépasse Sébastien Vettel, il s'empare du premier rang, donc c'est lui seul qui a le premier rang maintenant, le troisième rang je veux dire de l'ordre de l'histoire de la Formule 1. Donc, c'est assez impressionnant. Aussi, une 19e victoire, devient une première à en remporter 19 dans une saison. Il devient aussi le premier pilote de l'histoire à avoir mené pendant 1000 tours. Donc, ça, c'est incroyable comme marque, là, capable d'accomplir ça. Là, quand vous pensez d'être capable de... Il faut les mener ces 1000 tours-là. Là. Il y a bien beau de dire il y a la meilleure voiture, il y a la meilleure écurie, peu importe les raisons qu'on peut trouver pourquoi il a autant de succès, il faut quand même se mettre dans la peau de l'individu et dans le travail qu'il a à faire de dire il a la meilleure voiture, mais il a été capable de mener 1000 tours. Donc, à 1000 reprises, il a
été le pilote le plus rapide devant les autres en piste. Il était capable de garder cette position-là. C'est tout un accomplissement. C'est quand on sait à quel point on joue sur des millièmes près d'erreur. Vraiment, là, on est sur un fil de fer. Une petite erreur, une petite marge d'erreur, on n'en a pas. On commet automatiquement, on paye très très cher, donc d'être capable d'accomplir ces records-là, de gagner à 19 reprises, de dominer 1000 tours en avance sur les autres pilotes. Donc c'est vraiment, c'est tout un accomplissement. C'est une saison qui est historique. On reverra probablement jamais ça en Formule 1. Comme bien des dominations, lorsqu'on les vit, souvent les gens à l'intérieur même de la domination, il y a des critiques qui viennent avec ça, il y a des gens qui trouvent ça moins intéressant, il y en a d'autres qui admirent le succès, qui sont capables d'attribuer énormément de respect, le respect qui revient à une personne qui est capable d'accomplir ce genre d'exploit. Il y en a d'autres pour qui ça dérange, mais souvent c'est avec le temps qu'on vient à les apprécier. Comme le temps de Lewis Hamilton, il y en a beaucoup qui étaient critiques lors de ces étapes-là, puis aujourd'hui, on semble avoir oublié ça. On semble croire que c'était mieux quand que Hamilton avait sa domination par rapport à la domination de Verstappen. Et je pense que cet exploit-là, ce qu'on vient de vivre, cette saison de Formule 1-là, va gagner en popularité lorsqu'on va regarder ça avec un recul. Dans quelques saisons, quand on va repenser à tout ce que Verstappen va accompli, eh bien, ceux qui n'avaient pas déjà réalisé, parce qu'il y en a qui le réalisent, là, qui sont capables de comprendre quel genre d'exploit c'était, mais les gens qui ne l'ont pas encore réalisé vont sûrement le réaliser sur le tard et faire comme, ouais, c'était quelque chose, de dire que le gars a remporté 19 Grands Prix dans sa saison, mené 1000 tours, puis là, j'en passe, il y a des statistiques, il y en a un après l'autre, il a gagné plus de 10 Grands Prix d'affilée, c'est une séquence incroyable, le nombre de podiums, il y a seulement une fois qui n'a pas été sur le podium, et c'est à Singapour, donc il y a des exploits qui retiennent même pas notre attention parce qu'il y en a d'autres qui sont tellement gros autour que les plus petits exploits passent un peu inaperçus, mais c'est toute une trolley de records que Verstappen met à côté de son nom pour la saison 2023. Donc, il faut savoir apprécier ça. Autant qu'on est capable d'apprécier le travail des écuries qui ont su remonter, qui ont su ne jamais baisser les bras, là, même si on avait eu des déclarations qui m'avaient dérangé en début de saison de la part d'un septuple champion comme Lewis Hamilton ou de George Russell, qui est une jeune recrue qui arrive chez Mercedes, qui arrive dans une écurie de tête qui depuis, qui a construit sa réputation chez Williams, mais que là vraiment il était temps de jouer avec les grands, puis après le premier Grand Prix avait baissé les bras, de dire il faut remettre le championnat tout de suite à Red Bull. Oui, ça a été le cas en bout de ligne, ils ont remporté le championnat, Verstappen aussi, mais il y a eu le fait que les écuries qui n'ont pas baissé les bras, des écuries justement comme McLaren, ont su progresser au cours de la saison. Même chose pour Aston Martin, qui ont eu leur haut et leur bas, mais en sortent avec énormément d'expérience, énormément de données qui va servir à la prochaine saison. C'est la même chose pour Ferrari, on s'est battu contre nous-mêmes la saison 2022, on a continué de se battre contre nous-mêmes en 2023, d'être capable de trouver ces bons réglages-là qui vont être capables de nous rapprocher de Red Bull, mais on a continué de progresser, on n'a pas baissé les bras. Donc, c'est tout un peu ça qui va se retrouver dans notre émission du bilan donc, va être en ligne dans quelques jours. Donc, je vous rappelle, n'oubliez pas de participer à ça, de nous envoyer vos commentaires. Je vais rappeler d'ici la fin de l'épisode là, comment nous les envoyer. Là. Donc, c'est ce qui conclut le dernier week-end de course de la saison. Maintenant, passons à la période de questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger et notre adresse courriel. La première question nous vient de Steve de Sorel qui nous écrit « Comment ça, est-ce que Fernando Alonso termine devant Charles Leclerc même s'ils ont le même nombre de points? » Et une question, Steve, ça marche à cause du prix d'égalité. Donc, le prix d'égalité qui est dans la réglementation de la FIA se dit comme suit. On dit que c'est le règlement 7.2 et on dit que les points, donc en fait de prix d'égalité au même nombre de points autant au championnat des pilotes que des championnats des constructeurs, on va briser cette égalité-là avec le nombre de premières places. Donc, aussitôt, ce qu'on fait, c'est que les deux pilotes ou les deux écuries ont le nombre de points. Donc, on regarde combien de Grands Prix ils ont gagné. Dans le cas de Charles Leclerc et Fernando Alonso, les deux arrivent à 0. Ils n'ont pas gagné d'épreuve en 2023. Donc, on va au nombre de deuxième position. Le nombre de fois que les deux ont terminé deuxième, eh bien, ils arrivent égales. Donc, on ne peut pas trancher à ce moment-là. On est obligé d'aller au troisième prix d'égalité qui est celui qui a terminé le plus souvent en troisième place. Et c'est là qu'on trouve notre prix. On réussit à départager les deux compétiteurs. Car Fernando Alonso a terminé à 5 reprises en troisième position et seulement à 3 reprises pour Leclerc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on décide de dire que Fernando
Fernando Alonso occupe seul la 4e position du championnat des pilotes. La deuxième question nous vient de Marie-Josée qui nous demande « Croyez-vous que la Formule Sprint sera de retour l'an prochain et est-ce que Montréal pourrait un jour accueillir un week-end sprint? » Eh bien, merci beaucoup Marie-Josée pour cette question. Eh bien, j'ai la certitude que la Formule Sprint sera de retour l'an prochain. Des dires de Stefano Domenicali, président de la Formule 1, il reste que quelques détails à peaufiner, donc on peut vous confirmer qu'elle sera de retour, mais elle ne sera pas de retour dans sa forme qu'on l'a connue. Donc il y aura quelques modifications. C'est ce qui reste à conclure. De quelle direction on va prendre du côté des dirigeants de la Formule 1? Est-ce qu'on va décider d'aller vers la fameuse grille inversée? Ça reste à voir, ça reste surtout à négocier, mais on va modifier cette formule-là. Donc, elle ne sera pas de retour dans la même façon, dans la même formule qu'on l'a connue cette année, donc elle va être révisée, mais les week-ends sprint vont demeurer pour la saison 2024. Pour ce qui est de Montréal, eh bien, je sais que depuis plusieurs années, depuis que les sprints ont été instaurés dans le championnat du monde au calendrier de Formule 1, eh bien, les organisateurs du week-end à Montréal sont intéressés, ils ont levé la main pour en accueillir une. Il y a le fait, oui, qu'on dit que ça vient augmenter le spectacle, mais aussi le fait qu'on peut augmenter les billets alors qu'on fait une formule sprint. Donc, la journée du vendredi devient plus dispendieuse, la journée de samedi aussi, parce qu'on présente une course. Donc, c'est sûr qu'on est intéressé du côté des promoteurs d'avoir ce genre d'événement-là à Montréal. Est-ce que Montréal a un bon circuit pour nous donner une bonne course sprint? Ça reste à voir. Je pense qu'on a des places de dépassement, mais on pourrait être surpris aussi. Ça pourrait être est-ce que, tu sais, on a un circuit aussi où l'usure des pneus est assez présente, donc est-ce que ça pourrait venir un peu diluer le spectacle? On l'a vu sur certains circuits où la dégradation des pneus est très présente, donc ça vient un peu nuire au spectacle. Donc est-ce que ça pourrait être le cas avec Montréal? Mais pour répondre à votre question du fait que est-ce que Montréal pourra en accueillir une un jour, j'ai sans aucun doute, tant qu'on va lever la main et qu'on va vouloir en présenter une, qu'on va être ouvert à l'idée, je pense qu'il y a des possibilités que Montréal soit choisi parmi les places, les destinations pour obtenir une sprint, surtout qu'on peut sans aucun doute dire que Austin ne devrait pas être retenu la saison prochaine avec le spectacle qu'on a eu. Là, c'est certain que je ne crois pas qu'on va décider de récidiver avec une course sprint lors du Grand Prix des États-Unis. On va certainement regarder pour relocaliser cette course sprint-là. Alors, on en a normalement 6 par année. Est-ce qu'on va en offrir plus lors du prochain calendrier? On va s'en tenir à 6. J'espère qu'on va juste s'en tenir à 6. Je pense que c'était déjà en masse. Donc, ça reste de voir. Mais oui, pour répondre à votre question, je pense que Montréal, un jour, pourrait être l'autre d'un week-end sprint. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 27 novembre. Je vous rappelle qu'on fait appel à vous pour l'épisode du bilan de la saison 2023. Donc, envoyez-nous vos commentaires sous toutes les formes que vous voulez, dépendamment du sujet que vous voulez aborder, qui vous ont le plus marqué lors de la saison 2023. Donc, ce qui a retenu votre attention, envoyez-nous un petit courriel facile à lire qu'on va pouvoir présenter durant l'émission pour que vraiment la représentation de chaque personne, chaque membre du F1 Podcast soit représentée dans cet épisode-là, qu'on puisse vraiment souligner l'opinion de chacun, qu'est-ce que vous avez vécu envers la saison 2023 de Formule 1, que ce soit la performance de Max Verstappen, le retour de McLaren, votre déception envers une écurie qui pourrait vous avoir déçu si vous êtes un fan, disons, de Alfa Romeo, mais vous êtes peut-être déçu. Il y a aussi le départ de cette écurie-là. Est-ce que ça vous marque, le retour de Sauber l'an prochain? Et qu'est-ce que vous attendez? Oui, la saison 2023, vous l'avez aimé, mais qu'est-ce que vous attendez de 2024? Donc, trouvez-nous une belle façon de nous formuler ça pour que ça soit facile de lire et vous allez faire partie de l'émission du bilan de saison F1 Podcast pour la saison 2023. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast et à la prochaine.